Avec quelques minutes de retard, je vous propose qu'on commence le début de cette conférence, qui est une conférence dont le titre est assez attractif, on va dire, hein, comment survivre à son travail. Donc, c'est une conférence qui est organisée dans le cadre du cycle de conférences de la chaire Santé, Vulnérabilité, Territoire, qui est une chaire qui est coportée par Sciences Po Lille et l'UFR3S, avec pour le coup 2 coordinatrices qui sont les 2 vice-doyennes recherche des 2 établissements. Donc, Sandrine Levesque qui voulait être discrète sur son entrée et qui fait, voilà une entrée, qui coordonne avec moi cette chaire santé, vulnérabilité, territoire. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir, ici à l'UFR3S. On essaie d'alterner, Sciences Po Lille et UFR3S. Cette conférence, est, filmée afin de pouvoir proposer éventuellement du replay, qui sera, mis en ligne dès qu'on sera prêt à le mettre. Je vous invite d'ailleurs même à consulter le site internet de la chaire SVT, qui, grandit, petit à petit au fur et à mesure qu'on y, ajoute les documents et les vidéos. Et je remercie, ce soir les intervenants qui ont accepté de venir, échanger avec nous et croiser nos regards parce que ce qui est intéressant, c'est effectivement de croiser les regards, de différents horizons et différentes perspectives et points de vue au sujet, de ces thèmes d'intérêt dans le cadre des vulnérabilités au sein de notre territoire. Et donc, je vais, peut-être, laisser la parole à Charles-Antoine pour présenter le programme? Bonsoir à toutes et à tous. Donc le programme que vous connaissez, donnera la parole à 3 personnes, 1 économiste de la santé pour commencer, Christine Leclinch, qui est professeure à l'université de Lille. Ensuite, c'est Anne Marchand, qui est sociologue et historienne et qui se présentera peut-être, autour de son travail au sein du GISCOP 93. Elle vous en dira un mot tout à l'heure. Et enfin, Sébastien Hulot qui est professeur de médecine du travail également ici à Lille. Donc chacun, chacune pourra, parler entre 20 et 25 minutes et nous aurons ensuite un temps d'échange qui permettra donc de vous donner également la parole. Donc je donne pour commencer la parole à Christine Leclinch. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Merci, aux organisateurs de m'avoir sollicité pour présenter, donc une partie du thème, on va dire, hein, sur l'effet des cancers sur la situation vis-à-vis de l'emploi. C'est ce dont je parlerai. Alors j'ai mis, «professionnel» entre parenthèses, je vous comprendrez pourquoi, hein. C'est parce que je vous donne une partie de la réponse, c'est très compliqué d'identifier, des cancers, réellement, professionnels, hein, quand on exploite des bases de données, administratives notamment. Alors voilà, le plan que je vais suivre, vraiment une introduction un peu générale, les principales maladies professionnelles, qu'est-ce qui se passe quand on a un cancer par rapport à l'emploi et plus particulièrement, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant concernant les effets d'un cancer sur la situation, vis-à-vis de l'emploi? Alors, selon les institutions ou les, institutions de recherche, hein, qui évaluent, le nombre de cancers professionnels, il y a à peu près 12 000 cancers par an en France, a priori considérés comme professionnels. Ça, c'est les chiffres de Santé publique France et du CIRC. La Ligue nationale contre le cancer, on mentionne 20 000, l'INCa de 15 000 à 30 000. Donc vous voyez qu'il y a une incertitude sur le nombre, de cancers, professionnels. Mais ce qu'on sait, hein, par les travaux mis en œuvre, c'est que très peu sont reconnus comme relevant finalement de, maladies professionnelles. Donc, j'ai recensé, enfin j'ai vu, dans la littérature autour de 1 800 par an. Anne, nous disait qu'il y en avait plutôt moins. Voilà. Donc on a, une sous-reconnaissance, hein, des cancers, professionnels et au cours de leur activité professionnelle, ce qu'établissent aussi les travaux, c'est qu'à peu près on estime qu'à peu près, 10 voire plus, hein, seront exposés à un ou plusieurs cancérogènes au cours de leur activité et de leur vie professionnelle. Il y a aussi des inégalités sociales de santé,
chez les ouvriers, ces travaux montrent que la part des cancers imputables à l'activité professionnelle serait de 20% à peu près. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maladie professionnelle? C'est une maladie qui est contractée du fait du travail, hein. Il y a un tableau des maladies professionnelles associées, qui donne la liste des maladies concernées, les délais de prise en charge, les, les délais d'exposition, euh, et comment dire, les substances ou les expositions, qui peuvent conduire à ces maladies. Heu, alors, il existe quand même des exceptions, c'est-à-dire qu'il y a des maladies qui ne sont pas intégrées au tableau des maladies professionnelles, mais si elles sont directement liées au travail, on peut considérer avec une incapacité d'au moins 25 en lien avec un décès associé, on peut considérer qu'elles relèvent de ces maladies. Globalement, comme on a dit, ces maladies sont sous-déclarées et sous-reconnues. Alors, il y a une difficulté importante à administrer la preuve, de causalité, c'est-à-dire, du lien entre l'exposition et l'exposition professionnelle et l'existence d'un cancer. Et il y a aussi un biais de sélection, dans la procédure de demande. Donc en gros, l'administration de la preuve, là, il y a des collègues qui sont beaucoup plus, spécialistes que moi, mais Heu, il y a une notion de durée d'exposition, il y a des interactions avec d'autres facteurs, il y a, des nomenclatures précises, qu'il faut bien connaître, et cetera. Et puis il y a, je dirais, il y a un biais de sélection du côté, du travailleur, du salarié, en lien avec la sévérité de la maladie, les séquelles, la concurrence des temps de traitement et des temps libres, la priorisation des temps, la méconnaissance des procédures, la peur éventuellement. Tout ça, ce sont des critères qui peuvent minorer, la capacité des personnes à demander une reconnaissance, en maladie professionnelle. Alors, la question, quel effet la survenue d'un cancer, je mets «professionnel» entre parenthèses, sur la trajectoire professionnelle? Je vais plutôt vous parler de l'effet, en fait, du fait d'avoir un cancer sur la trajectoire professionnelle, avec des limites, qui sont celles qu'on a rappelées sur la sous-déclaration et la méconnaissance de tous les facteurs qui induisent, ces cancers professionnels, donc ils sont quand même globalement largement, reconnus ou déclarés. Alors ici, je voulais simplement vous remettre ici un tableau de la CNAM de 2024 qui montre, les maladies professionnelles par importance, donc plutôt les troubles musculo-squelettiques en premier. Vous avez l'amiante qui est, les cancers liés à l'amiante, les maladies associées à l'amiante qui sont aussi non négligeables, mais rien à voir avec les TMS. Et puis ensuite, on va moins loin, enfin on va très bas dans certaines, autres maladies qui sont, reconnues, au titre du premier règlement, puisque vous avez, d'autres modalités. Donc là, vous avez l'évolution entre 2010 et 2023, je ne sais pas si c'est très visible, avec le total des maladies professionnelles. Donc on voit une tendance à la baisse, et puis parfois des à-coups, le total des cancers liés à l'amiante, qui baisse, parce que, il y a eu des moyens de prévention, il y a eu des dispositions prises, on connaît un peu mieux les moyens, d'éviter la survenue de ces cancers. Alors, on estime que les cancers d'origine professionnelle concernent, 85 des cancers de la plèvre, mais ça, ce sera sans doute rappelé par, mes collègues, mieux peut-être de façon plus précise. 10 à 20 des cancers du poumon, 7 à 40 des cancers, liés aux fosses nasales et au sinus, ensuite les cancers de la vessie, les leucémies, et on peut rajouter d'autres types de cancers, qui sont, pour lesquels c'est peut-être parfois plus difficile d'avoir vraiment une causalité, évidente. Par exemple, j'ai mis le cancer du sein ici. On sait que, le fait de travailler de nuit est une exposition professionnelle, mais elle interagit éventuellement avec d'autres facteurs. Donc ça, c'est souvent compliqué d'avoir une reconnaissance, aux maladies professionnelles avec, cette maladie. Alors là, vous avez, les produits associés, connus pour les je vous laisse lire, je pense que ça sera repris, mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'expositions, à des produits chimiques, qui, entraînent, des cancers, sur des sites, des localisations variées. Alors donc
je l'ai dit pour commencer, hein, il est difficile de distinguer les effets des cancers professionnels des cancers non professionnels sur la suite du parcours professionnel. En fait, quand on a un cancer, bah, on est exposé à, savoir si on peut rester au travail, revenir au travail, se maintenir, de quelle manière? Ou bien, est-ce qu'on doit, penser à quitter son emploi, de quelle façon? Pré-retraite, inactivité, licenciement pour inaptitude, et cetera, hein. Vous voyez, c'est très varié. Alors évidemment, quand, vous avez un cancer reconnu comme maladie professionnelle, vous allez bénéficier, de dispositifs, bah, j'allais dire un peu plus favorables, par exemple, Anne, en marchant en marchant tout à l'heure nous rappelait que, la reconnaissance en maladie professionnelle pour un cancer permettait, par exemple, dans le cas d'un licenciement pour inaptitude, de bénéficier, de montants, je crois 2 fois plus, hein, plus importants que dans le cadre d'une maladie, non professionnelle, quand vous êtes licencié, pour, raison d'inaptitude. Donc ces effets, en fait, de la s du fait d'avoir un cancer sur la suite du parcours professionnel, ils vont dépendre de plein de facteurs, hein. La sévérité des cancers, la précocité du diagnostic, l'efficacité des traitements, la position des travailleurs en emploi, leur trajectoire passée, au plan professionnel, leur trajectoire de santé passée également, l'âge des travailleurs, le genre, les aménagements des conditions de travail. J'oublie sans doute, d'autres critères et les logiques incitatives financières, enfin «incitatives» entre guillemets, hein, financières associées où les personnes peuvent, chercher à ajuster, pour savoir est-ce que ça vaut la peine que je reste en emploi? Quel âge j'ai? Est-ce que je peux bénéficier d'un dispositif de départ anticipé? Quelle est la position de mon conjoint sur le marché du travail? Est-ce que je vais m'ajuster, en termes de revenus? Comment voilà, après c'est, un ensemble de facteurs qui font que à la fois c'est du côté de la demande de travail, c'est les employeurs et du côté de l'offre de travail comme on dit en économie, hein. Quand on est économiste, on parle de demande et d'offre et donc là, c'est assez compliqué de savoir, comment, se combinent tous ces arguments. Alors ici, j'avais juste, mentionné, un petit schéma qu'avait, rappelé Marie Minoret, qui est, une collègue sociologue, hein, qui est, décédée il y a quelques années, qui a beaucoup travaillé sur le cancer et qui montrait, hein, quand vous avez un cancer qui est diagnostiqué, ensuite qu'est-ce qui se passe, hein? Le parcours de soins et puis vous avez, à la fin là, 3 modalités, hein, la stabilisation, la récidive et la fin de vie. Bon, si on laisse la fin de vie à part, la récidive et la stabilisation ou le rétablissement, ça, c'est 2 modalités qui font que la façon de rester sur le marché du travail ou d'être présent sur le marché du travail, de continuer à travailler, ne sera pas la même, hein. Et ça, les collègues, médecins du travail le savent bien, hein. Je pense à je ne sais pas si elle est dans la salle, Sophie Quinton-Fantoni, hein, qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui a, travaillé en particulier avec la HAS pour faire des recommandations, sur, la façon d'anticiper, le maintien en emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle. Alors ici, c'était juste un travail qui, essayait de montrer dans une base de données qu'on avait exploitée, une base de 500 000 personnes où on, récupérait en fait, toutes les personnes qui avaient eu un diagnostic de cancer, sur, entre 5 années, c'était 2008, non c'était plus que 5 années, entre 2008 et 2014 je crois donc on identifiait toutes les personnes qui avaient eu un cancer et on regardait, rétrospectivement quand est-ce qu'elles avaient eu, quelle était la date, de ce cancer et on pouvait ensuite, évaluer l'effet à des dates différentes, hein, de la poursuite de trajectoire. Mais ce qu'on voyait aussi, c'est que il y a des cancers qui ont, des pronostics favorables et puis d'autres qui ont des pronostics moins favorables et une partie de ces pronostics, toutes choses égales par ailleurs, favorables ou défavorables, elle est liée aussi à l'âge de survenue, en fait. Donc, vous voyez, par exemple, le cancer de l'ovaire, on sait que c'est un très mauvais cancer, enfin, excusez-moi, faut pas que je parle comme ça, mais un cancer plutôt de moins bon pronostic à un âge avancé. Puis quand, vous êtes, plus jeune, bah, peut-être vous avez, une possibilité de survie plus importante pour plein de raisons, hein, parce que les cancers, c'est des maladies du vieillissement et s'imbriquent, dans la survie, des aspects liés aussi à l'âge, hein, à la capacité du système immunitaire à réagir, pour combattre la maladie. Alors,
Donc moi, je vais vous parler ici du travail qu'on avait fait avec des collègues de l'IRDES et du Centre d'études de l'emploi, en exploitant une base de données qui était la base IJI. C'était une base administrative de 500 000 personnes qui, était une base associée à la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et à la CNAM, donc l'assurance maladie. Donc on avait, des individus qui avaient eu à la fois, des cotisations pour la retraite et des individus qui avaient, consommé des soins, entre, 2008 et 2014, et on avait pu, donc les repérer chez ces 500 000 individus, ceux qui avaient eu un cancer dans leur, trajectoire professionnelle. Donc certains avaient eu un cancer 30 ans avant, certains avaient eu un cancer, 2 ans avant, et cetera. Donc on avait des personnes, d'âge varié et qu'on pouvait suivre, et donc ce qu'on a regardé, c'est on a regardé par genre, et par âge. Donc dans notre base de données, qui était une base, de personnes qui travaillaient, donc qui étaient toujours, qui cotisaient, donc qui avaient une trajectoire plutôt favorable. On avait donc des gens plutôt jeunes par rapport à l'épidémiologie des cancers. Donc on avait partagé l'échantillon, en lien avec l'âge médian, donc moins de 48 ans, plus de 48 ans pour les femmes, et moins de 51 et plus de 51 ans pour les hommes. Et ce qu'on peut voir ici, donc on compare avec des témoins. Donc ici, ce qu'on regarde, c'est, on a un ensemble d'individus pour lesquels il y a eu un cancer, des témoins pour lesquels il n'y a pas eu de cancer, et on va regarder, avec une technique qu'on appelle le diff in diff, hein, en appariant ces individus. On regarde ce qui se passe avant la maladie, après la maladie, on les suit, et donc on calcule l'effet moyen du cancer sur la suite du parcours. Donc ici, ce que vous voyez, c'est que les témoins, on a à peu près, un taux très proche de la date de départ, c'est-à-dire de 100 des gens, si on regarde la date de départ. Et ensuite, vous voyez que les personnes, les femmes qui ont eu un cancer, bon, entre 1 et 5 ans, on voit que leur taux d'emploi diminue. Ça, c'est les femmes jeunes, donc c'est beaucoup moins important que pour les femmes plus âgées. On voit que le taux d'emploi diminue de façon beaucoup plus importante pour les femmes plus âgées. 48 ans ou plus, c'est jeune encore, hein, mais on a dans cette base des gens qui ont plutôt près de 65 ans. Et puis chez les hommes, vous voyez que, à l'inverse, enfin, de manière un peu différente des femmes, l'atteinte sur le taux d'emploi, elle est plus importante, y compris chez les plus jeunes, qui elle est plutôt un peu moins importante par rapport aux femmes, plus âgées. Ici, bah, ce qu'on a regardé tout à l'heure, c'était le taux d'emploi. Donc qu'est-ce qui se passe, hein? Et dans les 5 ans, et là, ce qu'on regarde, c'est qu'est-ce qui se passe en termes d'arrêt maladie? Et donc là, vous voyez, alors c'est pareil, hein, toujours les femmes jeunes, les femmes plus âgées, les hommes jeunes et les hommes plus âgés. On voit ici qu'il y a pas tellement de différence, entre les femmes plus jeunes et les femmes plus âgées, sur le fait que la première année, quasiment, enfin presque tout le monde est en arrêt maladie. Pas tout à fait tout le monde quand même, j'exagère, mais 60-70 des gens sont, en arrêt maladie. C'est encore plus important pour les femmes plus âgées, et puis chez les hommes, vous voyez, ça c'est nettement moins important. Et là, je voudrais, mentionner plutôt, un argument qu'on donne, en sociologie plutôt, mais je serais peut-être contredite par ma collègue, mais on parle de modèle de male breadwinner pour dire, c'est toujours, il y a toujours une forme de pression qui s'exerce sur les hommes pour, continuer à rester sur le marché du travail et pas être en arrêt maladie, pour, essayer de tenir le plus longtemps possible, et éviter d'être éloigné de l'emploi. Donc on le voit ici, ce modèle, on peut l'interpréter comme ça, hein. Les femmes ont plus de facilité à être en arrêt maladie que les hommes. Alors c'est pas exactement les mêmes maladies non plus, donc ça peut jouer. Alors ici, ce que je voulais vous montrer, c'est la même idée, hein. Les personnes restent-elles en emploi? Sont-elles en arrêt maladie? Et ici, ce que je voulais, mettre en évidence, c'était l'effet d'inégalité sociale.
Pourquoi? Parce que là, on a pris c'est une base administrative, donc on n'a pas exactement le diplôme, mais ce qu'on a, c'est le salaire à l'entrée sur le marché du travail. Donc on a pris le salaire à l'entrée sur le marché du travail, et on a donc un proxy, on va dire, du diplôme. Parce que quand on rentre sur le marché du travail, en général, le salaire est assez corrélé, au niveau du diplôme. Et on voit ici l'effet des inégalités sociales, de santé, on va dire, enfin, les inégalités sociales, même, associées à l'emploi, quand on a une maladie. Pour le premier quintile, donc les niveaux, de diplôme les plus bas, hein, les salaires les plus bas, on voit que, le taux d'emploi est plus faible, nettement plus faible que pour les témoins. Et quand on va à droite, hein, vers le quintile 5, on a très peu, hein, d'altération sur le taux d'emploi. Et puis quand on va, du côté, des arrêts maladie, ça c'est un peu particulier puisque c'est au quintile 3, donc c'est les individus qui sont, de diplôme, enfin, niveau de diplôme moyen, on va dire bac, hein, autour du bac ou autour des professions intermédiaires. Et là, on voit que, l'arrêt maladie est plus important pour ces personnes-là, et elle est moins importante chez plutôt les moins diplômés et moins importante chez les plus diplômés. Alors ici, je vais pas vous, c'est illisible, donc je vais simplement vous dire, vous n'avez pas besoin de regarder ce graphique, hein. Je voulais simplement identifier des cancers féminins, différents qui montrent, l'effet, très marqué, du cancer de l'ovaire, par exemple, sur, la trajectoire professionnelle. Alors évidemment, on contrôle par l'âge, hein, on contrôle par l'âge. Et l'effet un peu moins marqué du cancer du sein, mais avec toujours quand même une altération importante sur le marché du travail à 5 ans après. Par rapport à d'autres maladies, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a un cancer, c'est pas la même chose qu'une autre maladie, qui peut avoir des effets importants, enfin, sur le bien-être et cetera. Le cancer affecte de manière très importante la trajectoire professionnelle, y compris durablement. Alors le cancer du sein, c'est pas celui qui affecte le plus, hein. Et du côté, des hommes, on a, pris 2 cancers différents, un cancer du prostate, cancer, du testicule, c'est pas aux mêmes âges, hein. Cancer du testicule, c'est un cancer de l'homme jeune et il affecte assez peu, finalement la trajectoire professionnelle. La prostate, on voit ici un effet, important à 5 ans, beaucoup plus important qu'à la première année, mais c'est aussi lié à l'âge que les hommes ont quand ils déclarent ce cancer. Donc en général, le cancer, se déclare à un âge assez tardif, donc les personnes vont partir à la retraite, en pré-retraite éventuellement, de façon plus facile. Alors là, le cancer le plus délétère, hein, dans la base de données qu'on avait, c'était le cancer du poumon, mais ça c'est je pense, il y a pas vraiment de surprise, hein, et donc avec un taux d'arrêt maladie qui est très élevé, et puis c'est pas tellement ça, en fait. C'est que quand ça diminue, la question c'est, ça diminue pour quelle raison, en fait, dans le temps? Bah, ça diminue parce que les gens sont sortis du marché du travail. Ils sont sortis du marché du travail, parce qu'ils sont en général en assez mauvais état. S'ils sont survivants, parce que le taux de survie à 2 ans est quand même relativement faible pour le cancer du poumon, hein. Et puis vous avez des cancers de meilleur pronostic comme, le cancer de la thyroïde qui est moins lié à l'activité professionnelle a priori, quoique il y a des rayonnements, qui peuvent affecter la thyroïde. Heu et donc on a des variations quand même assez importantes. Je ne vais pas, commenter très précisément, ces chiffres, mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand on a un cancer, le risque, c'est plutôt d'être en inactivité plutôt que d'être au chômage. Finalement, le chômage, c'est pas vraiment une voie de sortie temporaire, quand on a un cancer, finalement. C'est plus, donc une fois qu'on est en arrêt maladie, est-ce qu'on est capable de revenir sur le marché du travail? Ou si on n'est pas capable, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à sortir, et une fois qu'on est sorti, l'OCDE le montre bien, tous les travaux le montrent, de l'OCDE, montrent que quand on est sorti du marché du travail, on ne peut pas y revenir, en fait. Donc d'où l'enjeu d'essayer, si les personnes le désirent, elles le peuvent, de maintenir, les personnes en emploi, d'éviter la désinsertion professionnelle. Voilà, alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, 5 minutes, c'est ça? OK. Donc là, je voulais juste vous rappeler des éléments de littérature, donc j'ai tout mis en rouge pour,
que vous voyez, les effets importants. Donc les traitements impliquent le retrait temporaire du marché du travail et une baisse du taux d'emploi. Pour les moins qualifiés, il y a un risque d'inactivité ou de chômage, mais en fait, le risque d'inactivité est encore bien plus fort que celui du chômage. Le maintien en emploi n'est pas toujours possible. Les soins entraînent des séquelles physiques et psychiques. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a des comorbidités psychiques, psychiatriques très importantes. Donc, parfois, les personnes ne peuvent pas rester pour aussi des raisons associées à des comorbidités. Le travail, c'est la santé, ça, c'est ce que disent les soignants souvent, hein. Mais il faut pouvoir avoir une bonne qualité de vie au travail. Il y a un effet, ça c'est montré dans des travaux plutôt américains, un effet nietzschéen possible, ce qui ne tue pas rend plus fort. Est-ce que c'est vrai? Attention à la pression, on l'a vu avec l'élément dont j'ai parlé tout à l'heure sur le male breadwinner, qui a une pression, à rester, sur le marché du travail, c'est-à-dire rester, au travail. Et puis il y a des effets qui vont être différents selon le droit du travail, les revenus du ménage, le statut d'occupation et cetera, les aménagements des conditions de travail. Alors je voulais vous parler, d'une étude qu'on avait faite sur les aménagements des conditions de travail très vite. Donc on montrait que les aménagements les plus efficaces pour les hommes, c'était les aménagements de poste, mais que ça allait avec un sentiment de pénalisation accrue dans l'emploi. Pour les femmes, c'était plutôt les durées, les horaires et ça améliorait la santé perçue, mais sans générer, de sentiments accrus, de pénalisation. Voilà, ça, c'est un travail qu'on avait réalisé. Donc je vais aller assez vite ici. Je voulais juste vous montrer les recommandations de la HAS. Quel que soit le motif, hein, d'arrêt de travail et est-ce que c'est, une maladie professionnelle ou une maladie non professionnelle? Ce que dit la HAS c'est des recommandations professionnelles, hein, et notre collègue Sophie, Quinton-Fantoni a contribué largement à ces travaux-là. Vous voyez, il y a les médecins, et le côté soins qui intervient, le côté entrepreneur, entreprise, hein, qui intervient, la volonté du travailleur et puis les indemnisations, hein, côté sécurité sociale qui vont jouer sur le fait de maintenir enfin de permettre à la personne d'être maintenue en emploi ou, de, sortir du marché du travail. Donc c'est tous ces éléments-là qui vont, pris ensemble, qui vont, déterminer, la suite de la trajectoire professionnelle. Voilà, donc, en conclusion, on a une sous-déclaration, une sous-reconnaissance importante des cancers professionnels. Il y a des effets très importants de la survenue, d'un cancer sur la situation professionnelle et c'est plutôt une situation d'inactivité, le risque, pour ces personnes et en particulier pour les personnes les plus jeunes et donc ça, c'est problématique. C'est problématique pour, son bien-être, mais c'est aussi problématique pour les revenus du ménage et les conditions de vie associées. Il y a un risque de paupérisation. Et donc il faudrait aussi, quand on parle de cancer et d'effets sur la trajectoire professionnelle, il faudrait aussi prendre en compte, en fait, les conditions de vie au sein du ménage, dans lequel cette personne vit. Les cancers, ont les effets les plus importants, toutes maladies confondues ou presque, à l'exception de certains troubles psychiques sévères. On avait comparé les cancers à d'autres maladies, et on trouvait que parmi ces autres maladies chroniques, les troubles psychiques sévères étaient ceux qui avaient, le plus d'effets. Donc et par ailleurs, il ne faut pas oublier que l'annonce d'un cancer, ça peut entraîner un syndrome de stress post-traumatique pas traité et des dépressions. Il y a des différences qui sont liées à la localisation et à la sévérité. Les cancers du poumon sont particuliers d'un point de vue d'effets sur le marché du travail. Les effets sont importants pour les patients plus âgés et moins diplômés et des aménagements de poste de travail peuvent être aidants pour ceux qui peuvent se maintenir, mais parfois avec un risque de pénalisation, dans l'emploi. Voilà, j'espère que j'ai pas trop dépassé le temps. Merci. Bonjour, à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici et merci beaucoup, aux organisatrices, aux organisateurs de cet événement. Donc je m'appelle Anne Marchand, je suis, sociologue et historienne, comme le disait Charles-Antoine et j'ai, réalisé la plupart de mes recherches au sein du GISCOP 93. Le GISCOP 93, c'est le groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle en Seine-Saint-Denis. C'est un dispositif de recherche-action qui existe depuis, plus de 20 ans en Seine-Saint-Denis et qui s'est, agrandi dernièrement dans le Vaucluse avec un GISCOP, 84.
Donc je ne vais pas m'appesantir sur ce qu'est le GISCOP, on en parlera si ça vous intéresse dans la discussion, mais juste vous dire que je vais vous rendre compte ici d'une partie de mes recherches, et enfin l'une d'entre elles qui consistait justement à essayer d'explorer les motifs de cette sous-déclaration et sous-reconnaissance en accompagnant, dans le cadre d'une recherche interventionnelle financée par l'INCa, l'Institut national du cancer, en accompagnant 200 salariés ou retraités atteints d'un cancer, surtout bronchopulmonaire, ou leurs proches, dans leur démarche d'accès au droit de la réparation aux maladies professionnelles. Alors d'abord, alors ces résultats-là ont donné lieu à la publication d'un livre dont le titre cogne un petit peu avec le titre de la séance de ce soir, hein. Vous vous souvenez, c'est «Survivre à son travail» ce soir, et donc c'était un petit peu une ironie de l'histoire, du titre de cette soirée. Donc quelques chiffres, d'abord, qui sont tirés du dernier panorama, des cancers en France, édité par, l'INCa en 2024, pour dire que le cancer, enfin rappeler que le cancer, c'est la première cause de mortalité, en France, qu'il y a une incidence en augmentation constante avec, 433 136 nouveaux cas, chaque année à partir de 2023, que cette incidence, elle a doublé entre 1990 et aujourd'hui. Donc on pourrait prendre, depuis les années 80 aussi, ça ne cesse d'augmenter. C'est pour ça qu'on parle aussi d'une épidémie, et que le cancer, est une maladie qui est très socialement inégalitaire. Alors je ne vais pas m'appesantir, sur ces questions-là pour aller, droit, dans le sujet qui est celui de la sous-déclaration et la sous-reconnaissance. Donc enfin il existe effectivement un phénomène, comme le disait, heu, Christine, un phénomène massif de sous-déclaration et de sous-reconnaissance qui n'est pas propre au cancer, qui est, lié à toutes les maladies, liées au travail, et qui est reconnu institutionnellement puisque depuis 1996, dans le cadre du vote de la loi de financement de la sécurité sociale, est voté, le montant d'un transfert de la branche AT-MP, accident du travail, maladie professionnelle, qui n'est financé que par les employeurs, vers la branche maladie, qui est financée par nous tous, en compensation de ces maladies du travail qui pèsent indûment sur la branche maladie, dont on sait toutes et tous, qu'elle souffre d'un déficit ou d'un trou de la sécu. Et du coup, pour, compenser un petit peu ces maladies du travail non prises en charge par la branche AT-MP, il y a ce transfert de fonds. Donc vous voyez dans ce graphique, l'évolution, régulière, hein, qui a atteint en 2021 plus d'1 milliard d'euros, et dans le dernier rapport sur la sous-déclaration en 2024, la fourchette était entre 2 milliards et 3,6 milliards. Donc ça ne concerne pas que les cancers, mais les cancers pèsent pour plus de la moitié en termes de coût de cette sous-déclaration. Donc les cancers, c'est pas la première maladie du travail, comme l'a rappelé Christine, mais c'est la maladie qui coûte, socialement, humainement et financièrement la plus chère. Alors 2 autres petits chiffres, donc Christine a parlé un petit peu de la cacophonie des données tout à l'heure sur, les chiffres. Les estimations épidémiologiques les plus consensuelles à l'échelle, internationale, c'est de dire que de 4 à 8 des nouveaux cas de cancer seraient d'origine professionnelle, et si on applique, ce pourcentage, à l'incidence actuelle, on est effectivement jusqu'à, près de 35 000 nouveaux cas de cancer qui, chaque année, seraient d'origine professionnelle. Quand je parle de cas, c'est des hommes et des femmes, atteintes d'un cancer dont beaucoup sont des pronostics, assez sombres. Et effectivement, les données de la réparation maladie professionnelle, les dernières qu'on a en 2023, c'est que moins de 1 500, cancers ont été reconnus en maladie professionnelle, et majoritairement en lien avec l'amiante. Alors ça pose un problème, hein, c'est une énigme, et là, on est face à un phénomène qui est un peu circulaire, un peu comme un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que moins il y a de personnes qui déclarent ou qui sont reconnues, en cancer professionnel, plus ces cancers sont invisibilisés dans l'espace public, et plus ils sont invisibilisés, moins on a de personnes qui pensent que leur cancer peut être lié au travail et qui déclarent ou qui peuvent être reconnus. Alors, je fais une petite incise rapide mais nécessaire sur qu'est-ce qu'une maladie d'origine professionnelle. Donc, si l'on voit la définition du Code de la sécurité sociale, elle donne un petit peu le tournis, hein. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Alors, plus précisément, je vous donne l'un des derniers tableaux qui a été créé en octobre 2023, qui correspond au cancer des ovaires et au cancer du larynx en lien avec une exposition à l'amiante. Donc un tableau, c'est 3 colonnes
c'est une désignation, des maladies, c'est un délai de prise en charge, c'est-à-dire, le délai qui court depuis les dernières expositions. On appelait ça avant la création de la sécurité sociale, on appelait ça le délai de responsabilité de l'employeur. Donc ça veut dire que l'employeur où j'ai pu être exposée, il a là jusqu'à 35 ans, sa responsabilité court jusqu'à 35 ans après mes dernières expositions au travail. Donc vous voyez déjà là que dans le cas des cancérogènes, le délai de latence, est très long. Si on parle de 20, 30, 40 ou 50 ans entre, les expositions et la survenue d'un cancer, ce qui pose toute une série de problèmes, hein. On a effectivement une durée d'exposition et puis on a une liste qui, dans le cas des cancers, est majoritairement une liste limitative des tableaux. Et donc là, un tableau de maladie professionnelle, il offre quelque chose de formidable, c'est-à-dire qu'en dehors de tous ces critères extrêmement restrictifs, il offre une présomption d'origine professionnelle. C'est-à-dire que dans le cas des cancers, on sait que c'est une maladie multifactorielle et qu'un cancer, par exemple, des poumons peut être causé par une diversité de facteurs. Mais si une personne, la situation d'une personne correspond à tous les critères de ce tableau, sur un tableau de cancer des poumons, son cancer sera présumé d'origine professionnelle, qu'il fume ou non, qu'il ait d'autres facteurs extra-professionnels ou non. Donc ça, c'est une richesse, hein, cette présomption d'origine professionnelle, et elle se compense en aval par une indemnisation qui n'est que forfaitaire, qui est même doublement forfaitaire. C'est-à-dire que l'indemnisation des personnes reconnues en maladie professionnelle n'est vraiment pas extraordinaire, hein. Je vous renvoie vers la FNAT, qui est une fédération nationale des accidentés du travail, qui a fait un livre blanc sur l'indemnisation des AT-MP, des personnes victimes d'AT-MP, et qui montre une très forte injustice sociale dans les montants des indemnisations. Donc ceci étant dit, vous avez, au-delà de l'amiante, plusieurs cancérogènes qui sont présents dans les tableaux de maladies professionnelles et vous avez 25 tableaux qui comprennent une ou plusieurs pathologies cancéreuses. Donc c'est pas rien, hein, dans le système de maladies professionnelles, avec toute une série de localisations, majoritairement bronchopulmonaires, comme vous le voyez sur ce graphique, mais pas seulement. Le cerveau, les os, le foie, la vessie, le sinus, la peau, le sang, le larynx, le rein, et cetera, enfin pas et cetera. La prostate, sont des localisations qui sont inscrites dans les tableaux en lien avec, certains de ces cancérogènes. Donc vous voyez aussi là un décalage dans la reconnaissance des cancers qui sont majoritairement reconnus en lien avec l'amiante. Ça veut dire qu'on est dans une situation où l'amiante devient un petit peu l'arbre qui cache la forêt des autres cancérogènes. Sur l'amiante, il y a eu, des scandales, des mouvements sociaux, un traumatisme, des condamnations de l'État par le Conseil d'État pour carence fautive. Donc il y a énormément de documents qui existent et il y a beaucoup de gens qui ont été sensibilisés à ces questions-là. Mais sur tous les autres cancérogènes, ça reste des choses qui restent assez invisibles dans l'espace public. Donc le fait qu'il y ait une sous-déclaration, ça pose des vrais problèmes parce que ça recouvre des enjeux qui sont individuels, mais aussi collectifs. Alors les enjeux individuels, on les connaît, c'est le fait de ne pas pouvoir être reconnu et ne pas pouvoir bénéficier d'une indemnisation, plus d'autres droits afférents. Donc c'est une question d'injustice sociale, cette sous-déclaration et cette sous-reconnaissance. Mais les enjeux collectifs, on les connaît moins. Et comme on est dans un système assurantiel où on ne connaît que ce que l'on indemnise, on a en fait une large part des effets du travail sur la santé qui vont demeurer invisibles, puisque ces données de la reconnaissance sont des données qui ne rendent pas compte exactement de la réalité des effets du travail sur la santé. Donc ce sont des données qui déforment la réalité, mais qui cependant vont orienter les politiques de prévention. Et finalement, ça pose aussi un problème d'imputabilité de la dépense, hein, et de responsabilité, puisqu'on a des maladies du travail qui vont peser sur la branche maladie, alors qu'elles devraient être financées par les employeurs et donc faire fonctionner un principe un peu du pollueur-payeur, hein, un principe de sanction financière qui normalement est là pour que la réparation soit un levier de la prévention. C'est-à-dire que les employeurs, plus ils vont payer de maladies professionnelles, plus ils seront incités à mettre en œuvre des principes de prévention dans l'activité de travail. Donc quand ces maladies du travail échappent à la réparation, à la déclaration, à la reconnaissance, bah, finalement, c'est tout un système qui dysfonctionne puisque ça ne peut plus être un levier de réparation. J'en viens maintenant aux freins à la déclaration. Et l'un des premiers freins, c'est que le cancer du travail, c'est un impensé pour la majorité des acteurs. C'est-à-dire non seulement les personnes qui sont atteintes d'un cancer, mais aussi leurs proches, mais aussi une grande partie du corps médical et de nombreux autres acteurs à côté. Alors c'est un impensé pour plusieurs raisons.
Mais d'abord, parce que les campagnes de prévention sont principalement centrées sur les comportements individuels. On a en France une stratégie décennale de lutte contre les cancers qui a été lancée en 2021. Je vous reprends un des extraits de cette stratégie décennale. De nombreux facteurs évitables augmentent le risque de développer un cancer, qui relèvent de comportements individuels et peuvent donc être modifiés par chacun. Et ça s'accompagne de toute une campagne d'affiches qui dit: «Faites les bons choix dès maintenant, vous vous remercierez plus tard», avec l'ambition de réduire de 40 les cancers à l'horizon 2030. Heu, Ça se décline avec le slogan: «Ne plus fumer, ne plus boire, bouger plus, manger mieux». Alors si vous avez suivi un peu l'actualité, ne plus boire, ça a subi un petit peu des minorisations avec différentes interventions du lobby des alcooliers et des viticulteurs notamment. Donc c'est plus, ne plus boire, c'est moins boire. Mais en tout cas, on a cette attention qui est portée à ces comportements dits individuels, ce qui laisse penser que les cancers évitables seraient seulement ceux dont on pourrait nous changer nos propres comportements. Alors ça pose plusieurs problèmes, la question de poser ça en termes de comportement individuel. D'une part, c'est, omettre le fait que les conditions de travail peuvent être à l'origine de la prise de tabagisme, d'alcool, de psychotropes. On a la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives qui reconnaît elle-même, hein, que la sphère professionnelle peut jouer un rôle déterminant dans ces processus pouvant mener à une addiction. Et puis on voit dans plein de secteurs d'activité comment la prise de différents psychotropes peut aider à tenir, peut aider à être performant, peut aider à affronter le danger, peut aider à supporter des conditions de travail pénibles. Et dire que c'est des comportements individuels, c'est aussi omettre que, effectivement, comme le disait Christine, donc la dernière étude montre que 11% des salariés sont exposés à au moins un cancérogène. Et quand on regarde de plus près, c'est pas un cancérogène, c'est 3 produits chimiques. Et donc on sait que la polyexposition, c'est encore pire en termes de risque de survenue d'un cancer, puisque c'est pas une seule addition des facteurs cancérogènes, c'est un effet démultiplicateur, c'est un effet de synergie qui fait qu'on risque encore plus de contracter un cancer quand on est exposé à plusieurs facteurs professionnels ou extra-professionnels. Puis quand on regarde de plus près, effectivement, ce sont les ouvriers qui sont principalement concernés. Et quand on regarde par famille professionnelle, vous voyez que par exemple que les ouvriers qualifiés de la réparation automobile, ils ont vraiment du mal à passer entre les gouttes, hein, de l'exposition, aux cancérogènes dans la semaine, précédant la visite médicale du travail, hein. Donc on est bien dans l'activité habituelle de travail. C'est pas une exposition accidentelle aux cancérogènes. Et puis quand on regarde par statut d'activité et là, sociologiquement, ça pose aussi une série de questions. On voit que les intérimaires sont principalement concernés, hein. Vous vous souvenez, 11 en moyenne de salariés, mais là on est à près de 20 pour les intérimaires. Et là, ça pose toute la question de l'externalisation des activités pénibles et exposantes. Il y a beaucoup de chercheurs qui montrent comment la sous-traitance, des activités est finalement aussi une sous-traitance des risques et une sous-traitance des risques, cancérogènes notamment. Donc on a les freins à la déclaration, un cancer du travail comme impensé avec des campagnes de prévention centrées sur les comportements individuels, mais c'est pas la seule raison, pour laquelle le cancer du travail est un impensé. C'est aussi parce que, les salariés ou les retraités ont majoritairement ignoré la nature cancérogène de leurs expositions. Alors l'ignorance, elle prend plusieurs formes, hein. Ça peut être, avoir ignoré dans les années 70 que l'amiante était cancérogène, par exemple, si je vous prends cet exemple le plus emblématique. Mais ça peut être aujourd'hui, je sais que l'amiante est cancérogène, mais j'ignore avoir été exposé à l'amiante dans les années 80, par exemple. Donc on a une ignorance de la nature cancérogène des expositions qui se nourrit à plusieurs choses. Heu, Par exemple, le fait que les cancérogènes majoritairement, ils sont invisibles, inodores, ils sont en tout cas imperceptibles. Si je vous donne l'exemple des rayonnements ionisants, c'est l'exemple le plus emblématique. Sans dosimètre, sans un outil technique, vous ne pouvez pas savoir que vous êtes exposé à des rayonnements ionisants. Donc il y a besoin d'un outil technique, à côté de vous pour savoir que vous êtes exposé. Et sinon, comme les cancérogènes agissent 10, 20, 30, 40 ans plus tard, eh ben, c'est compliqué de mesurer que
Quand on a tous notre téléphone portable, là, il y a des études maintenant qui montrent le lien avec le cancer du cerveau, mais nous, tant qu'on n'aura pas vu autour de nous des gens qui ont un cancer du cerveau, dont on sait qu'il est lié à cette pratique-là, on aura du mal à admettre, à mesurer et à se passer de nos portables. Et je suis la première à ne pas m'en passer, quand je vous le dis. Donc il y a la question de l'imperceptibilité de risques qui sont à effet différé. Vous mettez vos mains dans un produit, il vous brûle, vous avez une perception rapide. Vous mettez vos mains dans un produit, 10 jours après, vous avez une allergie. Mais là, c'est 30 ans après que le cancer survient, donc ça devient, très compliqué de percevoir ce danger cancérogène. L'autre facteur d'impensé, c'est le sentiment, pour la majorité des salariés et retraités que j'ai pu accompagner, d'avoir été protégés au travail. Et ce sentiment de protection, c'est pareil, il prend plusieurs formes. Alors, une forme qui peut vous sembler anecdotique, mais j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient pu être peintres, être au contact avec beaucoup de cancérogènes, ou des gens qui bossaient dans le bâtiment et qui ont été au contact avec beaucoup de poussière. Ils le sentaient, c'était difficile pour eux. Mais il disait: «C'est pas grave, on nous donne des litres de lait au travail et ça nous permet de nettoyer l'organisme». Donc ça, la question des litres de lait dans les parcours de travail, elle revient dans mon enquête jusqu'aux années 2000. Et puis dernièrement, avec le GISCOP, on a travaillé auprès d'apprentis dans la maintenance automobile, qui sont aussi exposés à beaucoup de cancérogènes, et ils nous disaient: «On prend des yaourts nature le soir et ça nous nettoie l'organisme». Donc on a une croyance qui court depuis le 19e siècle, jusqu'à aujourd'hui, sur le fait que le lait, alors est-ce que c'est parce que, c'est un liquide blanc qui est censé, assainir, nettoyer? Mais au contraire, le lait est un véhicule, de l'empoisonnement, et il entretient la contamination. Et moins anecdotiquement, les gens qui bénéficient d'une surveillance médicale renforcée, qu'on doit appeler maintenant une surveillance individuelle renforcée, la cire, et ben, paradoxalement, ils peuvent se dire, alors qu'ils bénéficient de cette cire parce que justement ils sont les plus exposés, ils peuvent se dire et ils se disent, enfin je l'ai vu dans mon enquête, que, comme ils sont, surveillés, ça va, ils risquent rien. C'est-à-dire que là, il y a une confusion entre prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire, et la surveillance médicale ne les protège en rien. Elle permet tout au moins de pouvoir diagnostiquer précocement une éventuelle maladie. Mais pour eux, être suivi, ça veut dire être protégé. L'autre sentiment de protection peut venir de la même façon, du fait que les valeurs limites d'exposition professionnelle, qui sont en droit dans le code du travail, soient respectées. Or, les valeurs limites d'exposition professionnelle, c'est un compromis social, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas être les mêmes entre l'Allemagne, la Belgique et la France, alors que physiologiquement, on est tous pareils. Et du coup, on est quand même en face de cancérogènes pour lesquels majoritairement on ne connaît pas d'effet de seuil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seuil en dessous duquel il n'y a pas de risque de contracter un cancer. Donc ces valeurs limites, c'est vraiment des compromis sociaux, et ça devient des dispositifs, comme l'a montré très, très, très précisément Emmanuel Henry, ça devient des dispositifs qui sont pensés comme des dispositifs de protection. Une autre façon de se sentir protégé, c'est le fait de revêtir des équipements de protection individuelle. Ça, c'est le dernier principe de prévention, même si c'est celui qu'on met le plus en avant. Il y a beaucoup d'études aussi qui montrent que ces équipements de protection individuelle, ils ne protègent pas totalement des cancérogènes. Ça a été beaucoup étudié dans le cas des pesticides, en agriculture. Ça a aussi été étudié avec les masques pour les désamianteurs, à tel point que le ministère du Travail, à un moment, a interdit à ses inspecteurs du travail de contrôler les chantiers de désamiantage, puisque ces masques ne garantissaient plus une protection optimale des personnes qui les portaient. L'autre chose qui va avec le sentiment d'avoir été protégé, ce qui revient souvent, c'est que même avec des gens qui sont en conflit avec leur employeur, même ceux qui pensent qu'ils ont un sale boulot, qu'ils sont exploités, c'est quand même le patron ne pouvait pas savoir. Parce que, qu'est-ce, au bout du bout, quand ils ont un cancer et qu'ils se rendent compte qu'il y a un système de réparation maladie professionnelle et qu'il y a des tableaux qui sont prévus pour être indemnisés à cette fin, il y a vraiment un trouble, une forme de sidération qui est de dire: mais moi, je pensais que si c'était autorisé, ça pouvait pas être, dangereux, parce que si c'était dangereux, ça serait interdit. Et là, en fait, je suis en train de comprendre que non seulement c'est dangereux, non seulement c'est pas interdit, mais en plus c'est prévu, puisqu'au bout du compte, quand je suis malade, on me propose de m'indemniser. Et donc ça crée un trouble très sérieux, chez beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer. Un autre frein à la déclaration,
c'est l'idée de dire: «Je ne veux pas creuser le trou de la sécu». Et donc là, effectivement, par, méconnaissance du système de financement, hein, des maladies professionnelles, beaucoup de gens vont penser que, déclarer alors qu'ils sont enfin déjà leur traitement en chimiothérapie coûte cher. Ils me disent que grâce à la sécu, ils peuvent être soignés, qu'ils seraient dans un autre pays, ils auraient pas le droit à ça. Il y a des gens qui me disent: «Ma chimio coûte 2 000 € à la société, par mois». Donc voilà, ils sont conscients de leur prise en charge. Ils veulent pas en demander plus et ils veulent pas coûter à la sécu. Alors quand on regarde, sur le site, d'Amélie ou sur le site Service Public, la déclaration maladie professionnelle, à aucun endroit et à aucun moment, vous pouvez vérifier, il n'est expliqué qui finance ces maladies professionnelles. Et là, il y a un problème de sens, hein, puisque, pour beaucoup de personnes, penser que c'est la sécu qui finance les arrête dans la déclaration. Alors je vous donne juste deux trois verbatim si j'ai encore le temps, Charles-Antoine? Ouais. Donc un peintre en bâtiment de 54 ans qui était atteint d'un cancer du poumon, à qui je dis qu'il est, en situation de pouvoir, déclarer sa maladie en maladie professionnelle, me dit: «Vous avez vu l'état des caisses de la sécu, je ne veux pas creuser le trou et puis il y a plus malheureux que moi». Une femme, ancienne ouvrière dans une usine abrasive, atteinte d'un mésothéliome, donc qui est vraiment le cancer signature de l'amiante et un cancer extrêmement douloureux qui, un jour m'explique qu'elle a honte. Elle pleure, dans la discussion. Elle me dit: «Si vous saviez comme j'ai honte, j'ai l'impression de faire l'aumône». Et je lui demande, pourquoi elle a honte et pourquoi elle s'est engagée dans cette démarche. Elle m'explique que c'est son fils qui l'a obligée. «C'est pour les autres» qu'il m'a dit, mais moi j'ai jamais rien demandé, c'est tellement dur. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose que j'ai retrouvé chez beaucoup de patients que j'ai pu accompagner. C'est aussi le fait de s'être construit tout seul, hein, dans l'idée qu'on ne demande rien à personne et qu'on ne doit rien à personne, et avoir l'impression que quelque part c'est indigne, c'est honteux de demander, quelque chose. Et le troisième cas, c'est dans le cas, quand c'est au conjoint, dit conjoint survivant, de faire la démarche. C'est encore plus difficile parfois, parce qu'il y a un sentiment d'illégitimité très fort à pouvoir toucher quelque chose du décès de son mari ou de sa femme. Et là, vous avez la veuve d'une victime du travail qui m'explique que si son mari avait touché ça de son vivant, ça aurait été bien, mais là, c'est comme, comme si l'argent lui brûlait les doigts. Donc il faut aussi voir que dans certains, milieux d'interconnaissance forts, hein, dans des milieux de travail où il y a beaucoup de victimes de travail, on a pu voir, des phénomènes de stigmatisation, hein, de certaines veuves. Je dis des veuves parce que c'est souvent les hommes qui décèdent du travail. De veuves qui ont dû, subir, voilà, le fait que, ah, elle s'est racheté une voiture avec la mort de son mari, ah tiens, elle a refait sa véranda avec la mort de son mari. Et dans les pays miniers, on n'est pas loin là, on les appelait les veuves joyeuses, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose? Et donc c'est assez difficile, à être confronté à cette question-là. Et enfin, il y a la question de pouvoir donner du sens au droit. C'est-à-dire que dans l'accompagnement que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que la question de l'indemnisation à la fin, c'est pas suffisamment moteur pour beaucoup de gens. Alors ça peut être moteur pour des gens en grosse difficulté financière, mais pour d'autres gens, ça ne suffit pas. Et donc il va falloir qu'ils donnent du sens au droit. Alors ça va être pour les autres, hein, donc pour la prévention, ça va être pour la justice, ça va être parce que, les enfants ou la veuve, ils sont en colère en disant: «Il aura même pas pu toucher sa retraite». Ça va être pour toute une série de raisons, mais il va falloir pouvoir donner un sens au droit. Et enfin, et Christine l'a dit, l'accès au droit, il est à contretemps complet de la maladie. Et beaucoup de gens vont choisir et privilégier le combat contre la maladie, contre le combat pour la reconnaissance. Et si j'ai encore 2 minutes, je vais sur un autre acteur qui est le corps médical, qui va pas jouer, généralement le rôle que le droit lui confère. Donc le droit lui confère un rôle central, à ce corps médical. Donc je fais exprès de rester très général sur le corps médical, puisque juste après moi, on a on a un médecin. En général, donc les médecins sont peu curieux, des conditions de travail de leurs patients. Donc il y a beaucoup de travaux qui ont montré, hein, que, heu, souvent les médecins généralistes ne vont pas tous poser la question de quelle activité vous faites, mais surtout très peu de médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, ne vont pas poser la question de qu'est-ce que vous avez fait dans le passé? Et donc on le voit dans les dossiers hospitaliers, on a très, très peu de renseignements.
sur l'activité professionnelle de la personne et pas du tout sur son activité professionnelle passée. Donc d'une façon générale, il y a peu de curiosité sur les conditions de travail, donc il y a peu de l'étiologie professionnelle est peu présente dans la réflexion, du médecin. Par ailleurs, et c'est sans doute lié, hein, les médecins sont peu formés sur le droit de la réparation, qui est un droit extrêmement pointu. C'est un volet très pointu du code de la sécu, enfin du volet du droit social, qui est lui-même un volet du droit très marginalisé. Je crois qu'il y a à peu près pas plus de 9 heures en tout dans la formation de médecine, mais mon collègue le dira tout à l'heure, moins que ça, sur toute la formation des médecins sur cette question du droit de la réparation maladie professionnelle. Et par ailleurs, ils sont très formés à la causalité médicale dont parlait tout à l'heure Christine. C'est-à-dire que l'existence des tableaux qui offrent une présomption d'origine, quel que soit le tabagisme par ailleurs, ça ne fait pas partie de la réflexion type du médecin qui, lui, est plutôt dans la recherche d'une cause, un effet. Et du coup, en présence d'un facteur tabagique, va pouvoir dire, enfin, il y a beaucoup de travaux qui l'ont montré, hein, aux patients qui cherche à déclarer, donc qui a besoin du médecin pour qu'il lui fasse un certificat médical sans lequel il ne peut déclarer. Certains médecins vont dire: «Mais bon, c'est le tabac, pourquoi vous cherchez une autre raison que le tabac? C'est le tabac, pourquoi vous cherchez une autre responsabilité que la vôtre?» et cetera, et cetera. Ensuite, bien, ces médecins, quand ils s'y lancent dans la rédaction de ces certificats médicaux, en maladie professionnelle qu'on appelle les CMI, ils voient assez rapidement que ces CMI sont un espace de conflit puisque c'est avec ce CMI que, les personnes, peuvent déclarer en maladie professionnelle. Donc quelque part, renvoyer une faute, une responsabilité sans faute plutôt vers l'employeur. Et donc ces certificats, dans le cas des contentieux, ils vont être mobilisés en justice et on a, des employeurs qui parviennent à faire convoquer devant le Conseil de l'ordre des médecins qui ont fait des CMI et donc ça peut décourager, des médecins de se lancer dans cette affaire-là, puisque ça devient un espace de conflit qui échappe à leur cœur de métier qui est quand même le soin, donné aux patients. Et enfin, et ça c'est surtout des médecins hospitaliers, des spécialistes hospitaliers qui m'en parlent, il y a la question de l'intensification du travail qui fait que dans ce contexte d'intensification du travail et de la T2A notamment, heu, il y a un problème pour poser des questions à côté du soin et de faire cette, anamnèse, hein, cet interrogatoire sur les conditions de travail dont vous parlera, mon collègue juste après. Et puis l'autre gros frein aussi, c'est que, quand on travaille, enfin tout un chacun dans son travail, à la fois on a envie de voir ce qu'on fait, les résultats de ce qu'on fait et à la fois on est quand même dans un monde où on est de plus en plus évalué, hein, sur ce qu'on fait. Et la prévention des cancérogènes, c'est quelque chose qui va pas se voir tout de suite, qui va se voir dans 30 ans, 40 ans et donc on ne peut pas l'évaluer, ça ne rentre pas dans les évaluations, les systèmes de notes, d'indicateurs et cetera et par ailleurs, on ne voit pas le résultat de ce qu'on fait. Donc ça peut aussi décourager des gens et des médecins notamment de se lancer dans cette affaire-là. Je vais très vite sur la question, qu'une fois qu'on est convaincu de déclarer et que le médecin lui-même est convaincu que cette personne peut déclarer et qu'il a fait le certificat pour pouvoir déclarer, et ben, le patient va se retrouver face à la difficile, épreuve de fournir les preuves. C'est-à-dire qu'en dehors de cette question de la présomption d'origine, il faut quand même prouver sa maladie et là, on est dans une question, qui peut apparaître anecdotique mais qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on a des refus de reconnaissance en maladie professionnelle parce que le médecin clinicien, il a rempli son certificat avec ses mots à lui, donc les mots du clinicien. Il n'a pas mis cancer bronchopulmonaire, il a mis carcinome épidermoïde non à petites cellules et que ça, c'est pas le mot qui est sur les tableaux de maladie professionnelle. Et donc, voilà, la réponse, ça va être: «La maladie ne figure pas au tableau». Donc vous avez là un conflit de positions et de normes entre, le médecin conseil et le médecin clinicien. Ensuite, va falloir apporter les preuves administratives du travail. Et ben, pour les personnes qui sont retraitées et majoritairement retraitées, souvent ils ont liquidé avec leur retraite, ils ont jeté leur certificat de travail et leur fiche de paye. Mais même quand ils les ont encore, ces preuves administratives, elles ne disent rien du travail réel. Elles disent quelque chose du travail prescrit, mais rien du travail réel. Et puis par ailleurs, il faut apporter la preuve des expositions habituelles de travail
Et là, bah, c'est le plus dur, hein, parce qu'il va falloir remonter 20, 30, 40 ans en arrière et avoir des preuves, c'est-à-dire, avoir, des témoignages de collègues, les retrouver, avoir des photographies du travail, quasiment personne n'en a, hein. Et puis vous avez des petits pièges. Par exemple, je pense, je vais m'arrêter là, Charles-Antoine, je pense à un commercial, à quelqu'un qui était cadre commercial, à qui on détecte un cancer, des poumons et qui, par le plus grand hasard, avait des fibres, d'amiante visibles dans les poumons et à qui donc son pneumologue lui dit: «Bah, c'est pas votre tabagisme, c'est votre tabac, c'est l'amiante» et donc il se dit: «J'ai jamais été exposé à l'amiante» et il se souvient que les 4 premières années de sa vie professionnelle, il était vitrier et qui préparait un mastic, en mélangeant le mastic avec une poudre verte qui était un durcisseur et c'était ce fameux mastic Perenator et qu'il découvre que ce durcisseur, en fait, était de l'amiante. Et quand on va voir, sur internet mastic Perenator aujourd'hui, vous voyez bien, mastic sans amiante à base d'huile végétale et synthétique. Ça veut dire qu'on a une continuité des marques dans le temps, mais qui ne disent rien du tout, de leur composition. Donc ça peut être extrêmement troublant pour des gens qui cherchent des preuves, y compris, le personnel des caisses primaires d'assurance maladie qui sont en charge des enquêtes, hein, puisque aujourd'hui c'est transparent. Enfin, il y a plus la trace du passé. Il y a plus, ce qui pouvait éclairer ce qui existait dans les années 80 ou 90. Puis je passe là-dessus, parce que j'ai plus le temps, juste pour vous dire que c'est une actualité brûlante. Alors Christine parlait du cancer du sein, on vous avez dû voir dans la presse, hein, il y a de plus en plus de cancers du sein qui sont reconnus en maladie professionnelle. Il y a une enquête qui a été faite par le média en ligne belge, Axel, qui est une enquête, franco-belge et on voit une enquête-action qui a été mise en place par, le syndicat CFDT des mineurs de Lorraine, en direction de 2 métiers qu'ils ont identifiés comme particulièrement concernés, les hôtesses de l'air par les rayonnements ionisants et le travail de nuit et les infirmières par le travail de nuit. Et puis vous avez, toute une série d'autres scandales sanitaires qui explosent depuis, quelques mois, quelques années. Les apprentis, je vous montre là des photos, surtout à gauche qu'on a prises en atelier, de centre de formation des apprentis, automobiles et puis, un secteur qui est très, très, encore plus invisible, hein, c'est les métiers, dits féminins et notamment les métiers de la beauté qui souffrent d'un problème encore plus grand d'imperceptibilité. C'est y compris pour les apprentis, hein, donc ces jeunes de 14 ans et demi, 15 ans qui travaillent dans des ongleries ou en coiffure et qui pour lesquels, les métiers de la beauté peuvent être ne peuvent pas enfin, sont forcément synonymes de bonne santé, en fait, puisque c'est synonyme de bien-être et donc mesurer, comprendre, percevoir le fait que ces produits sont cancérogènes et dangereux, à terme, c'est encore plus difficile et je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Sébastien Hulot, je suis professeur, de médecine du travail et j'ai un profil un peu particulier parce que je suis spécialisé dans les maladies, pulmonaires d'origine, professionnelle et ça va se ressentir en fait, hein, dans ma présentation et d'un point de vue recherche, en fait, je j'analyse l'air exhalé pour, y retrouver des marqueurs qui permettent de détecter les maladies précocement. Des maladies qui peuvent venir soit de l'environnement, soit de l'environnement professionnel, de façon plus précise. Alors j'ai intitulé ma présentation «Des pistes pour améliorer la prévention des cancers professionnels». Pourquoi? Parce que je vais essayer de vous proposer des solutions à tous ces problèmes, parce qu'on voit quand même, ben, ouais, il y a une sous-déclaration et mais pourquoi ça coince, en fait? Et je vais essayer de vous donner un peu, l'expérience que j'ai pu avoir pendant ma carrière et bah, voir qu'il semblerait que ça ne soit pas suffisant, mais au moins le combat continue et moi je fais partie des médecins qui sont curieux justement de l'origine professionnelle des maladies. Je suis pas comme les autres médecins, mais c'est vrai qu'on est de moins en moins nombreux parce que c'est un monde qui est très complexe, en fait et quand on s'aperçoit du nombre de produits utilisés au niveau, mondial, enfin, c'est quelque chose qui est complètement aberrant. Déjà connaître, la toxicité d'un seul produit, sur différents organes, c'est pas simple. Connaître la, toxicité de 2 autres, enfin de 2 produits mis ensemble, c'est encore plus complexe. 3, 4, 5, enfin bref, on n'a pas ces données-là dans la littérature. Clairement, à l'heure actuelle, les données de la littérature sont basées sur des effets
monotoxiques, en fait. Et c'est là où ça peut être très problématique. Alors juste pour vous dire où je travaille d'une part dans un service d'exploration fonctionnelle respiratoire, mais je travaille aussi dans un centre régional de consultation de pathologies professionnelles et environnementales, celui de Lille. J'ai commencé là-bas, j'ai toujours poursuivi mes consultations et je vois particulièrement des patients atteints de maladies pulmonaires en rapport avec le travail, des asthmatiques, des pathologies interstitielles diffuses, mais je vois aussi des patients qui sont atteints de cancer bronchopulmonaire, vous allez voir, je vais en parler un peu plus après, et mésothéliome, notamment mésothéliome pleural malin, et après tout un tas d'autres maladies, mais plus spécifiquement pulmonaires. Alors qu'est-ce que c'est que ces CRPPE qui sont complètement méconnus de beaucoup de personnes, de nombreux médecins? J'en parle parce que je pense que c'est quelque chose qui est important. Il y en a environ une trentaine sur le territoire français. Ce sont des services pour lesquels il y a des praticiens qui sont spécialisés en pathologie professionnelle et oui, ça existe. Des gens qui interrogent, des salariés sur leur exposition actuelle ou passée et qui essayent de déterminer le lien qui peut exister entre ces expositions et leur pathologie. Et donc on est en relation avec différents spécialistes, moi particulièrement avec les pneumologues, les oncopneumologues aussi. Et on a un rôle d'avis d'expert sur l'évaluation de l'exposition. C'est pas donné à tout le monde, en fait, hein. C'est quelque chose qui est assez compliqué à obtenir et ça demande du temps pour avoir une expertise par rapport à ça, en fait, hein, clairement. Et puis, on va aider les médecins, toutes spécialités confondues, pour faire le diagnostic de l'origine professionnelle d'une maladie. Et puis, on va aider les patients à faire les démarches médico-légales. On va surtout essayer de les accompagner et leur expliquer le pourquoi du comment. Il y a une chose que je voudrais dire quand même, moi, quand je commence mes consultations, je dis toujours aux patients, par exemple, qui a un cancer bronchopulmonaire et qui vient me voir pour savoir d'où ça vient, je lui dis: «Bah, voilà, la consultation, aujourd'hui, elle va servir au moins à ça, c'est à savoir d'où vient votre cancer. Ah oui, il y a du tabac, certes, mais on va voir s'il y a pas autre chose, en fait». Pour qu'ils comprennent leur maladie et ça améliore nettement l'observance thérapeutique, clairement. Donc ça, c'est une chose et alors une chose que Christine a développée sur le maintien en emploi, c'est aussi, une fois qu'on a la maladie, on a fait l'échec de la prévention primaire, hein, clairement. Il y a des gens qui ont été exposés, qui ont eu leur maladie et après derrière, il y a des conséquences sur le maintien en emploi et là, c'est la double peine, quoi. C'est-à-dire que, on a été exposé, on a chopé une maladie et en plus, on perd son emploi et donc là, le but, ça reste quand même d'essayer de trouver des solutions pour, les maintenir en emploi et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, j'ai séparé ma présentation en différentes, selon les différentes préventions. Ça permet d'avoir une structure et puis d'avoir une idée un peu plus, on va dire, précise de tout ça. Alors précise, j'ai pas dit que j'avais une baguette magique, hein, attention. La prévention primaire, c'est on va s'attaquer à l'exposition, la source de l'exposition, essayer de diminuer pour diminuer l'incidence de la maladie, en fait. En gros, le code, du travail dit que quand il y a un CMR dans une entreprise, ben, la première chose à faire, principe de précaution, c'est principe de prévention, c'est supprimer l'exposition professionnelle au CMR. Oui, alors oui, oui, bien sûr. Donc, déjà, le process industriel ne le permet toujours pas. Donc, on a parlé de la silice cristalline. Donc, vous dites ça à un patron de BTP, supprimer la silice cristalline, il va vous regarder avec des grands yeux, il va vous dire c'est pas possible. Euh, et puis, pour pouvoir supprimer quelque chose, il faut avoir conscience que ça existe dans son entreprise. Et donc, les fiches de données de sécurité qui sont censées vous dire ce qu'il en est, en fait, il y a tout un tas de particularités au niveau réglementaire qui font qu'on n'a pas toujours la composition exacte du produit et on ne sait pas forcément toujours ce qu'il y a dedans. Et donc, c'est pas évident. Et donc là, il y a vraiment un rôle essentiel du médecin du travail qui va, lui, savoir qu'éventuellement tel ou tel secteur d'activité peut exposer à tel CMR. Et donc ça, c'est important quand même que l'employeur prenne bien contact avec le médecin du travail pour avoir ces informations-là. Après, on dit, bah, faut remplacer le CMR par un autre composé moins toxique. Oui, il faut qu'il soit tout aussi efficace dans le process industriel demandé. Et donc, ça a été un peu le piège, on va dire, des fibres céramiques réfractaires qui ont remplacé l'amiante, dont on s'aperçoit maintenant chez l'animal qu'ils ont exactement les mêmes effets sur l'homme. Donc, attention, méfiance aux produits de remplacement qui viennent remplacer des anciens CMR. Alors, quand je dis CMR, ça veut dire cancérigène, mutagène, reprotoxique, excusez-moi. J'emploie des acronymes que j'ai l'habitude d'utiliser, mais c'est pas forcément simple pour tout le monde non plus. Alors après, on nous dit, si suppression ou remplacement impossible, alors il faut limiter l'exposition autant que possible. Alors oui, en effet, on en met des valeurs limites d'exposition professionnelle. Oui, mais quand même, dans la loi, ça reste
as low as possible, hein, c'est-à-dire le plus bas possible, hein. Donc c'est facile dans les grandes entreprises. Enfin dire que c'est plus facile dans les grandes entreprises. Et puis après, il faut réussir à convaincre les entreprises d'investir quand c'est pas possible, hein, quand on n'arrive pas à diminuer tout ça, l'étape, après avoir mis les moyens de protection collective et qui fonctionnent pas bien, si on a toujours des VEP supérieurs, on met des équipements de protection individuelle, des EPI. Et ben, après, il faut réussir à convaincre les employeurs d'investir là-dedans. Et surtout aussi, réussir à convaincre les salariés de les porter, en fait. Et d'avoir des EPI qui soient, on va dire, adaptés à leur travail. Tout souvent, on dit mettez un masque. Alors, faut voir hein, les masques qui sont donnés, qui ne sont pas forcément du tout adaptés. Mais après, derrière, il faut comprendre que le salarié, il a un effort physique à faire quand il fait son travail. Et donc, forcément, porter un équipement de protection individuelle pendant 8 heures, c'est pas quelque chose de très facile. Alors, vous avez vu, j'ai pas proposé de solution là, hein. Là clairement, j'ai pas beaucoup de solutions. Je vous ai un peu fait simplement un rappel du code du travail. Sauf que, ce qu'on peut faire et c'est ce qu'on a fait là, dernièrement avec des experts du Canada, avec des experts, nationaux. On a alerté en fait et ce qu'on fait, c'est que, on a, alerté notamment par rapport à, une exposition qu'on veut éviter. En fait, le problème en France, c'est qu'on n'interdit pas les cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Le seul qui est interdit, c'est l'amiante. Les autres restent là, mais on a une valeur limite d'exposition professionnelle. Le but, c'est d'arrêter ça, en fait. Et là, on s'aperçoit qu'on a eu un souci, c'est-à-dire qu'on a, c'est pas du cancer, mais c'est une autre maladie. On a eu des silicoses aiguës, mortelles en fait, hein, très souvent mortelles. Et pourquoi? Parce que c'était des salariés qui utilisaient des pierres reconstituées, c'est les plans de travail qu'on a dans les cuisines, et qui sont travaillés à sec par les salariés, et qui libèrent énormément de silice cristalline, et qui peuvent développer des silicoses qui peuvent être très sévères, mortelles. Et donc, il y a eu une alerte au niveau international qui a fait qu'on a fait en France la mise au point en fait sur tout ce qui est les risques sanitaires dus à la silice cristalline, qui a fait qu'après on a dû écrire en 2021 les recommandations pour suivi des salariés exposés à la silice cristalline. En gros, hein, il y a 1 million de salariés qui sont exposés en France à la silice cristalline, qui est un cancérogène reconnu pour provoquer l'apparition du cancer du poumon. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc là, nous, on a fait un papier pour dire faisons comme l'Australie, interdisons ce process pour justement éviter l'exposition. Et arrêtons de dire on contrôle les choses, pas de problème. En fait, on contrôle rien du tout, en fait, hein, pour être simple. Alors, il faut aussi aider les employeurs à reconnaître le risque. Et ça, il y a des fiches, en fait. Il y a des fiches qui sont faites, et c'est ça, c'est une solution. Ça, c'est quelque chose qui est utile. C'est-à-dire qu'on a des fiches d'aide au repérage des CMR pour les employeurs. Et surtout, on a des fiches d'aide à la substitution de ces cancérogènes. Et donc ça, c'est quelque chose qui est disponible, en fait, sur le lien que j'ai mis en bas. Et ça, vous voyez, par exemple, ici, on a les prothésistes dentaires. Prothésistes dentaires, ils ont des expositions potentiellement possibles à différents CMR et on dit exactement dans quelles tâches ils peuvent être exposés. Donc ça, c'est quelque chose qui est utile et qui peut être utilisable par l'employeur. Maintenant, on va passer à la prévention secondaire. On a raté sur l'exposition. Les gens ont été exposés et ils vont développer une maladie. Bon. Donc c'est là où il faut être sacrément malin. C'est-à-dire qu'il va falloir essayer de dépister le plus précocement possible la maladie pour qu'elle ait le moins de séquelles possible par rapport à cette exposition. Alors ce qu'on fait, c'est il y a des suivis post-professionnels. Il y a tout un tas de suivis qui existent. Je vous ai mis la liste là, c'est des choses qui ont souvent été faites avec la Société française de santé au travail et puis la HAS. Et donc vous voyez que par exemple, poussière de banc, on en a parlé, hein, cancer des sinus. La V6 était en 2012, notamment les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont concernés, tout ce qui est goudron. Vous avez le travail posté de nuit, les agents cancérogènes pour le poumon. Alors là, ça c'est un peu différent, ça nous concerne un peu moins aujourd'hui, le travail en conditions hyperbares. Et puis la silice cristalline en 2021. Donc tout ça, ce sont des suivis post-professionnels qui peuvent être mis en place à la retraite et qui peuvent être faits par le médecin traitant après accord de la sécurité sociale. Et là, il suffit simplement maintenant que le sujet fasse une demande à la sécurité sociale. Et si ils viennent nous voir en CRPPE pour faire le point sur leur exposition, c'est un certificat qui peut suffire pour faire le point sur leur exposition et proposer des suivis. Donc ça, c'est quelque chose qui est malheureusement mal fait, mal connu, parce qu'on est toujours dans le même cercle vicieux, c'est-à-dire que je ne sais pas quoi proposer pour quelqu'un qui a travaillé dans la production d'aluminium, parce que je ne connais absolument pas le process, et donc même le salarié lui-même n'est pas forcément au courant de son exposition. Et donc, ce qui fait que ce n'est pas des suivis qui sont connus. C'est pour ça que j'en fais la pub aujourd'hui. Alors,
une fois qu'on a les maladies, on va essayer de les détecter le plus précocement possible. Et là, je fais de la pub pour moi. C'est-à-dire que, je pense que dans la majorité dans la tête des gens à l'heure actuelle, en 2025, on est capable de détecter toutes les pathologies, en fait, très précocement. On arrive à les dépister facilement. Un exemple ici, le cancer bronchopulmonaire. Pour l'instant, il n'existe pas de dépistage du cancer bronchopulmonaire en France. Il existe des éléments au niveau international, mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est mis en place. Il y a simplement un projet à l'INCA, qui est le projet Impulsion, qui a été accepté et qui est en train d'être mis en place au niveau national que cette année. Et donc, vous voyez que c'est des choses qui se mettent en place et on sait que la réalisation d'un scanner thoracique low dose est quelque chose qui peut être un élément qui va augmenter le nombre de personnes qu'on va voir précocement et pour lesquelles on va pouvoir proposer une prise en charge chirurgicale et donc une très meilleure survie, en fait, hein, clairement. Et donc, nous, on essaye avec notre projet européen, le projet ALCOV, de faire venir ces personnes dans ces programmes de dépistage. Et ce qu'on veut faire, c'est fournir un nez électronique aux médecins généralistes qui pourront leur faire ce petit test, à savoir si oui ou non, ils sont à risque de développer un cancer. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on veut faire, mais vous voyez que c'est pas aussi simple que ça, en fait, hein, faire le dépistage d'une maladie. Alors, excusez-moi, clac. La prévention tertiaire. Bah, voilà, là, on a eu l'exposition, on a la maladie et on a bien la maladie. Donc, ce qu'on va faire, c'est éviter d'avoir la double peine. Et donc, on va essayer de les faire reconnaître en maladie professionnelle et les maintenir dans l'emploi. Et donc, le maintien dans l'emploi, je rappelle, c'est quelque chose qu'on fait au sein des CRPPE, c'est quelque chose qui est important. Et voilà, quand on n'a pas forcément un médecin du travail parce que la spécialité va mal, ils peuvent venir vers nous et on peut leur donner des conseils. Alors, l'aide à la reconnaissance en maladie professionnelle, j'y travaille depuis ma thèse d'exercice. C'était quand j'étais jeune, en 2008 et donc c'est quelque chose qu'on avait fait. Alors, vous voyez, ça c'est issu du grand poster qu'il y a, sur le CIRC, hein, sur le Centre international de recherche contre le cancer et c'est l'ensemble des facteurs qui sont connus pour provoquer l'apparition du cancer du poumon. Vous voyez ici, vous avez le poumon et là, vous avez toute la liste. Ici, en vert, c'est des éléments scientifiques qui existent et qui démontrent, excusez-moi, tac, il veut pas, et qui démontrent leur efficacité si on fait un sevrage tabagique. Et pour le reste, vous voyez qu'on n'a pas d'éléments de données parce qu'en fait, très souvent, on a des études qui nous montrent que les gens ont été exposés et ils ont développé des maladies, mais on n'a pas des études qui démontrent que quand on arrête cette exposition, ça va mieux, en fait. Alors, vous allez me dire, moi je vais parler mon jargon, hein, c'est parti. Repérage des cancers bronchopulmonaires professionnels, c'est facile. Je fais l'interrogatoire clinique. Moi, je vous fais ça pas en un quart d'heure, non. Je vais vous faire ça plutôt en 1 heure. Parce que le temps de retracer toutes les expositions professionnelles du sujet, s'il a eu un seul employeur, ça va. Mais s'il est intérimaire et qu'il en a eu un certain nombre, il faut revoir pour chaque métier et essayer de quantifier, qualifier ces expositions. Et donc, on va essayer de simplifier le travail du monsieur médecin, madame médecin, tout le monde, qui, lui, a pas forcément eu la formation. Et ce qu'on va essayer de lui donner, c'est des questionnaires qui vont pouvoir être remplis par le patient et qui vont être pouvoir revus après par nous éventuellement ou par des pneumologues et qui vont pouvoir faire une synthèse et dire: «Ah, là, je suis à risque, enfin, j'ai une chance d'être reconnu ou pas en maladie professionnelle». On va aider le professionnel. Après, il y a tout un tas de choses, hein. Vous voyez, faut regarder les corps asbestosés, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est des fibres qu'on peut retrouver, en fait, dans le lavage broncho-alvéolaire quand on met du liquide dans le poumon et qu'on le retire. On regardait la charge minérale même du liquide, qu'on récupère dans le poumon et puis on peut regarder si au niveau du scanner thoracique, on a des éléments en faveur d'une asbestose, c'est une maladie du poumon liée à l'amiante et puis une silicose, liée à la silice. C'est pas simple pour n'importe quel spécialiste, hein, du domaine, c'est clair, hein. Vous demandez à tous les médecins généralistes, compte tenu qu'ils n'ont que 3 heures de cours sur la médecine du travail, sur leur formation initiale en 5e année. Non, mais voilà, enfin, c'est pour tout un tas de raisons, il y a pas forcément de coupable, et parce que toutes les spécialités en ont souffert, du nombre de cours, d'heures de cours et donc et puis faut voir aussi le métier de médecin à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, toutes les thérapeutiques avancent, même pour le cancer du poumon, hein et donc tout ça, faut être à la page et puis ça devient le dernier des soucis, de savoir si soir. Alors ce questionnaire, c'est celui-là. C'est un questionnaire qui est disponible, hein. Je vous ai mis le lien sur la présentation. Il peut être rempli par le salarié, mais il peut être, c'est mieux s'il est aidé avec
un médecin ou une infirmière qui est habitué à ça. Et donc, ce qu'on a, ben, un exemple ici, vous voyez, installateur et conducteur de chaudière, eh bien, on a une exposition certaine à un agent relevant de tableau de maladie professionnelle. Ici, on est bien sur de l'amiante, par exemple. Et on va avoir tout un code couleur comme ça dans le questionnaire qui va nous dire, attention, c'est certain, c'est probable, c'est possible. Et bah, ça va donner une espèce de score et on va regarder en fonction du nombre d'années ici, début F1. Ça va vous permettre de décidément, il y a tout un tas de excusez-moi, ouais, c'est bizarre. Heu et donc ça permet d'avoir une fiche synthétique, en fait, sur, l'ensemble des expositions professionnelles et d'avoir un espèce une espèce de synthèse, en fait, de l'ensemble des expositions au CMR sur la carrière. Et puis donc du coup, moi j'avais fait ma thèse, j'étais jeune interne en 2004 et j'avais commencé mon recrutement en 2005. J'avais fait ça jusque juillet 2007 et puis on avait vu, j'avais recueilli 524 questionnaires, il y en avait 351 qui concernaient des patients atteints de cancer bronchopulmonaire. Et on avait essayé de regarder, comment on aurait pu leur proposer, enfin, on leur a proposé le questionnaire, ils ont rempli ce questionnaire et puis on a regardé si oui ou non il fallait aller plus loin dans les investigations, dans l'interrogatoire. S'il y avait pas grand-chose, à proposer, eh bien, on leur envoyait un courrier en disant: «Bah, voilà, il y a pas de lien avec votre exposition professionnelle» et puis s'il fallait un peu plus loin, bon, on envoyait le salarié et puis on l'interrogeait, enfin le patient. Et puis, on a eu comme résultat, ben, quoi? Que proportion de patients ayant eu tout en bas une proposition de déclaration maladie professionnelle, après analyse du questionnaire, on était à 26,4. Et donc après ce qu'on a fait, c'est que c'est pas le tout de proposer une déclaration maladie professionnelle. Après, il faut voir si vraiment elle est effective, si elle a été faite par le patient et si la démarche a été jusqu'au bout. Et donc on avait interrogé 3 caisses primaires d'assurance maladie qui concernaient 44 de ces patients. C'est pas beaucoup, mais enfin, on avait réussi à obtenir l'autorisation avec les caisses, par rapport à ça. Et donc on avait une proposition on en avait 30 qui avaient fait la déclaration maladie professionnelle. Il y en avait 25 qui avaient été reconnus. En fait, c'est énorme et ça paraît pas, mais c'est nettement mieux que ce qui est proposé de façon globale en national. Et donc ça, c'est une solution qu'on peut proposer, c'est donner un questionnaire pour justement, faire ces choses-là et améliorer la reconnaissance en maladie professionnelle. C'est quelque chose qui a été validé plus récemment dans différents centres. On a fait la même chose, en fait, c'est l'étude Pro-Poumon qui a été faite, Lyon, Caen, Lille, Clermont-Ferrand et Avignon. Et puis, il y avait, vous voyez, 1 551, patients, éligibles, à savoir des patients qui avaient un cancer bronchopulmonaire avec une preuve histologique. Et puis, il y en avait seulement, vous voyez, 462 qui avaient retourné le questionnaire, en fait. Donc déjà, ça pose question, en fait. Pourquoi il n'y en a que 37 qui renvoient le questionnaire? Et on voit le taux de réponse, qui était, plus important à Lille parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on y travaille et qu'on a des services, d'oncologie thoracique qui travaillent. Ce qui est important, de voir, c'est que, il y avait un certificat médical initial qui avait été délivré pour 88, patients et il y en avait 65 qui avaient fait la déclaration maladie professionnelle, 38 qui avaient été reconnus. Vous voyez, on est toujours un peu sur ces éléments-là et les choses importantes, c'était que les barrières et les défis, c'était que les principales barrières identifiées, c'était la complexité des procédures administratives, la fatigue des patients, dans le contexte du cancer bronchopulmonaire, la perception de la maladie comme étant principalement due au tabagisme. On revient sur ce que disait Anne Marche. Je rappelle très simplement que la déclaration maladie professionnelle, c'est le sujet, c'est le salarié qui fait la déclaration maladie professionnelle et le certificat médical initial, c'est un papier qui est donné par le médecin pour compléter ce dossier. Ça, c'est un élément qui est important à préciser. Moi, je n'ai pas la même vision que Anne sur le certificat médical initial parce que pour moi, le message que je donne au médecin, c'est 1, il s'adresse à tout médecin thésé. Tout médecin thésé peut faire un certificat médical initial. Ça engage en rien le médecin dans la procédure, dans le sens où tout ce qu'il doit, dire, c'est être certain du diagnostic qui est fait sur son certificat. Après, derrière, on ne lui demande pas de faire le lien entre l'exposition professionnelle et la maladie, ni de vérifier cette exposition. Et donc, voilà, c'est ça qui est important de bien leur dire. Là, je reprends ce que disait Anne Marchand, c'est que on ne doit pas écrire un truc, complètement imbitable pour un administratif qui va gérer le dossier. On doit écrire exactement le mot qui est dans le tableau de maladie professionnelle. Si je regarde le tableau 30 bis, c'est bien écrit cancer bronchopulmonaire primitif. J'écris exactement ça, ça veut dire la même chose que adénocarcinome bronchique. Donc, mais ça va changer la donne dans la procédure. Et puis, il n'y a pas obligation de connaître le tableau. Ça, souvent, les médecins pensent ça. Ouais, il faut connaître le tableau. Non, il ne faut pas connaître le tableau. Pour le cancer bronchopulmonaire, vous voyez le nombre de tableaux qu'il y a. C'est pas ça le souci. Ça, je passe parce que je dois aller vite. Ce qui pose souci, c'est qu'on a de nombreux, cancérigènes, mutagènes reprotoxiques qui sont identifiés pour le cancer bronchopulmonaire, mais ils n'ont pas de tableau de maladie professionnelle
Et quand ils n'ont pas de maladie professionnelle, vous voyez, toutes les situations que je vois qui sont ici, la présence d'un tabagisme dans le dossier, ça va rendre difficile la reconnaissance, parce qu'on est dans le cadre de l'alinéa 7 de l'article 461-1, bref, la sécurité sociale, que tout le monde connaît, mais qui dit que si on veut démontrer un lien, si on veut être reconnu, il faut démontrer un lien direct et essentiel. Et si on enlève cet essentiel par rapport au tabac, et bien du coup, on ne sera pas reconnu. Juste, comment s'est créé un tableau de maladie professionnelle? Ce que je veux dire par cette diapositive-là, c'est qu'on a toujours 40 ans de retard. Heu, un tableau de maladie professionnelle s'est créé, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. On identifie un risque émergent, ça, on sait bien faire, il y a des études là-dessus, avec des études scientifiques qui vont le démontrer, tout un tas d'éléments. Et puis après, on va faire une proposition qui va être soumise à différentes instances. Donc, vous voyez un peu le cheminement. Puis après, il faudra consulter l'expertise. On va revérifier que ce qu'on a bien dit avant, c'est tout à fait vrai. Et puis après, on va faire une adoption légale qui sera validée. Et donc, si vous voyez, il y a quand même les partenaires sociaux qui vont être autour de la table. Et ça va être un tableau de maladie professionnelle. Ça ne va pas être uniquement un tableau qui sera créé à partir de données scientifiques. Ce sera aussi un compromis social. Et donc, c'est ça qui est important à comprendre aussi. Et des fois, il y a des différences entre les données scientifiques et les tableaux de maladie professionnelle. Je me dépêche, hein. Juste à la préconisation de la commission de sous-déclaration à laquelle j'ai participé, l'année dernière. Et donc, on voit bien que l'objectif, c'est de donner un range, 2 millions à 3 millions, de 2 milliards à 3,6 milliards de transferts entre les 2 caisses. Voilà, on n'est pas là pour réfléchir en fait, clairement. On est là pour donner une fourchette, financière. Et il y a quand même des préconisations qui sont faites, qui sont les mêmes depuis environ 30 ans. Et donc les informations alors, les préconisations, c'est quoi? C'est pour les victimes, c'est donner une information sur les risques professionnels. Sur l'existence des CRPPE, je viens de le refaire et donc j'espère que ça va servir. L'amélioration du suivi post-professionnel, l'indemnisation des affections professionnelles, ça passe par une amélioration de la déclaration et de la reconnaissance. Et puis, par exemple, pour les professionnels et les établissements de santé, renforcer la formation initiale continue, voilà. Simplifier les procédures administratives et puis pour les entreprises, renforcer la traçabilité. Ça, c'est quelque chose qui est très important et ça, je pense que c'est un combat qu'il faut mener dans le sens où plus on aura une traçabilité, moins on aura un biais de mémorisation pour les études. À savoir qu'on va avoir l'exposition des salariés dans leur cadre vital, en fait, et on va pouvoir passer des éléments du dossier médical de santé travail vers le dossier médical partagé. Ça, ce serait l'idéal, mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait bien fait. Comme on voit que ça marche pas trop, les maladies professionnelles, on crée des fonds d'indemnisation complémentaires, ce qui, voilà, cache un peu les choses, mais quand même, c'est bien parce que ça apporte des indemnisations là où le système de reconnaissance en maladie professionnelle ne le permet pas. Et donc, on a ça pour l'amiante et on a ça aussi pour les pesticides, plus récemment. Je vous remercie de votre attention. Comment respecter le timing, mais peut-être qu'il y a quelques questions pour, engager la discussion. Merci pour vos présentations. Julien Poissy, donc je suis un animateur. J'ai une remarque et une question. Je vais commencer par la remarque, ce sera plus rapide. Juste pour évoquer le fait que ce que vous avez signalé sur la culpabilité vis-à-vis de la maladie, vous en avez pas mal parlé quand même. C'est pas spécifique au cancer. C'est un truc qui est très ancré dans nos cultures. J'allais dire judéo-chrétienne, mais ça remonte à largement avant ça, puisque depuis fort longtemps, depuis l'Antiquité, le rôle des thérapeutes, c'est de chercher la faute qu'on a commise et de corriger cette faute. Et c'est très ancré. C'est des phrases qu'on entend souvent quand on est clinicien. Quelle faute ai-je commis pour mériter ça? Alors c'est particulièrement marqué dans les maladies infectieuses aussi notamment, mais voilà, donc c'est pas spécifique aux maladies, cancéreuses, mais je veux bien que vous réagissiez là-dessus s'il vous plaît. Et donc ma question, elle porte sur, les employés qui sont leurs propres employeurs. Parce que vous avez beaucoup parlé des gens employés et vous finissez par les pesticides. Donc moi ça m'interpelle, notamment vous avez des agriculteurs pour lesquels des données assez, comment dire? Inquiétantes, un peu médiatisées ces derniers temps sur, cancer du pancréas par exemple, les pesticides. Hémopathie aussi, et qui concerne non seulement les professionnels, mais aussi parfois leur entourage, parfois familial proche. Et donc comment peut-on, faire en sorte d'aider ces personnes qui se mettent en difficulté, en fait, en reconnaissant leur maladie professionnelle, vu qu'ils sont eux-mêmes leurs propres employeurs? Oui, non, mais vous avez
enfin là, moi, mon truc, c'était le cancer, donc je parlais du cancer, mais oui, vous avez raison, la question de la responsabilisation et de la culpabilisation, individuelle et les communes à de nombreuses autres maladies, à de nombreuses autres choses, en fait, on invite vraiment dans le domaine de la santé les gens à se considérer comme des auto-entrepreneurs de leur santé, pour reprendre, les termes de des enfin de l'économie, on va dire. Mais oui, enfin je peux rien rajouter à ce que vous dites là-dessus et juste comme, transition, sur les pesticides, justement le fonds d'indemnisation des victimes des pesticides et il est pas du tout pareil que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante parce que justement il admet, les agriculteurs exploitants. Et après effectivement en termes de culpabilité, ça a été, très bien étudié par, Jean-Noël Jouzel et Giovanni Prete dans leur livre sur l'agriculture empoisonnée. Ils montrent bien comment, justement, c'est encore plus dur quand on est son propre patron, de recourir à la réparation maladie professionnelle, qui est possible pour les agriculteurs, parce que pour le coup, on se sent, complètement, responsable, de cette chose-là et on peut s'en sortir aussi en justement, enfin, je vais vous redonner la parole, mais en se disant aussi, comme l'a fait Paul François, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire-là, qui est celui qui a fait le procès contre Monsanto. C'est-à-dire, au bout d'un moment, de se dire, oui, mais en fait, les produits que j'utilise, on m'a menti aussi. On m'a pas tout dit sur leur toxicité. J'ai pas grand-chose à rajouter parce que c'est vrai que, les agriculteurs, c'est quand même une catégorie professionnelle, assez particulière, parce que, il y a la reprise de l'exploitation familiale, donc ça, c'est très ancré, et puis, après on commence à un peu d'un point de vue enfin, je dis «on», je sais pas pourquoi je m'inclus là-dedans, heu, il commence à y avoir des possibilités administratives, pour justement indemniser ces personnes-là, mais le gros du travail, ça reste quand même la prévention primaire, et là, on voit, il y a tout un tas d'entreprises qui commencent à développer des produits sans pesticides avec des efficacités, similaires donc je dirais, malheureusement, on arrive un peu tard. Il y a tout un tas d'études qui arrivent sur, par exemple, le myélome multiple, sur, plus des maladies neurologiques. Enfin, il y a tout un tas de champs de maladies qui viennent. Mais, c'est vrai que quand je disais tout à l'heure, on a toujours 40 ans de retard entre le moment où on a les expositions, puis le moment où on voit arriver, les pathologies. Ben, comme on met environ, 20 à 40 ans pour développer la maladie, bah, le temps qu'on mette en place ces études-là, ben, on a toujours ce délai de retard et ce qui est malheureux. Alors après le fonds d'indemnisation, des victimes des pesticides, c'est vrai qu'il y a eu cet effort-là particulièrement fait pour justement, pouvoir les indemniser. Et ça se pose aussi dans le régime général en fait, hein, les indépendants, qui peuvent maintenant, prendre une assurance, on va dire, volontaire auprès de la sécurité sociale. C'est quelque chose qui est possible maintenant, qu'avant qui ne l'était pas, pour prendre en compte ce risque, maladie professionnelle qui avant, n'était pris uniquement par un système assurantiel privé, avec des assurances, à prendre et à charge, du salarié qui est lui-même son employeur. Donc et après il y a aussi les salariés qui sont, enfin les patrons qui sont, salariés de leur entreprise. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être une façon de gérer les choses dans les SARL notamment. Et donc ça, c'est quelque chose qui est un élément qui peut aider, mais, voilà, il faut faire toute une campagne par rapport à ça mais, il reste encore des choses à faire, hein, sur les expositions et cet ancrage en fait, chez les agriculteurs, il est quand même très, très, très particulier. Bonsoir, Thomas Morgenroth, je suis enseignant et chercheur en droit du travail. Donc, forcément, vos témoignages exaspèrent encore plus, mon constat que je partage avec certain nombre de mes collègues, sur, finalement, le desserrement des conditions, de prévention en matière de droit du travail, parce que bon, on a certains célèbres arrêts, notamment amiante en tête, qui sont venus apporter, une responsabilité, de résultat, une obligation de résultat pour les employeurs. Mais on voit bien que tant, dans la mobilisation des droits que dans le constat, que ensuite aussi des effets que ça peut avoir en termes d'employabilité, on voit bien que le droit du travail souffre d'un manque d'effectivité.
et d'autant plus qu'exacerbé par le fait qu'on assiste depuis quelques années quand même à une diminution des conditions d'encadrement. Je pense notamment plus récemment, les exemples pourraient être multiples, mais par finalement l'absence d'obligation de mise à jour annuelle des expositions au risque pour les TPE, qui contribuent quand même à 30% de l'emploi en France. On pense évidemment aux auto-entrepreneurs qui ne sont pas soumis au droit du travail. Donc je m'interroge si le droit du travail est encore un moyen de pouvoir lutter, d'autant que ça reste dans son ADN, puisque les premières lois sociales se sont construites autour de la protection des travailleurs et de leur santé. Donc je me demande, vous avez été exposé est-ce que vous avez été exposé à cette problématique du droit du travail, de son effectivité, et quel est votre point de vue par rapport à cela? Ben, c'est vrai que, le serpent se mord la queue dans le sens où, je vois moi, souvent des salariés du régime général, en fait. Et forcément, dans la bulle, code du travail. Et donc, ouais, c'est une vraie problématique, clairement. Les indépendants ne savent absolument pas qu'on existe, enfin, encore moins, enfin. Et donc, j'ai eu, l'occasion de voir pas mal par exemple, de prothésistes dentaires, qui étaient à leur compte. J'en ai vu un qui était assez jeune, qui avait une silicose débutante. Donc, il y a, c'est vrai que, ça vient aussi d'une méconnaissance, en fait, des professions de santé, du fait que, bah, on peut être là aussi pour donner du conseil sur, la prévention secondaire, en fait, sur les expositions et leur donner des conseils. Moi, je leur ai appris qu'il y avait le site de l'INRS qui existait. Enfin, ça paraît bête, mais je me dis: «Mince, comment vraiment quelqu'un qui bosse et qui veut se protéger, connaît pas ce site?» Enfin, et du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment cette, ben, on en revient toujours à la même chose, hein, sur la formation et l'information, des professionnels, quels qu'ils soient, qui travaillent autour de cette thématique. Et ça reste un gros souci, hein. Oui, bah, dans les patients que j'ai pu accompagner, quand on leur posait la question, bah, ne serait-ce que des équipements de protection individuelle, très peu leur avaient été, remis. Alors après, bien sûr, il y a ceux qu'ils n'utilisent pas parce qu'ils ne sont pas ergonomiquement, adaptés à l'effort physique, comme le disait, Sébastien Hulot. Mais oui, ce qu'on voit, c'est que le droit du travail n'est pas respecté dans une bonne part des entreprises et notamment des TPE et des PME. Pour travailler avec, des apprentis maintenant en apprentissage, on voit aussi comment, l'assouplissement, on va dire, du droit du travail, notamment avant, pour, recruter, à un poste de travail exposant des cancérogènes, un jeune mineur, il y avait besoin de faire une demande de dérogation à l'inspection du travail. Maintenant, en fait, il faut déclarer et donc on voit bien que, enfin, je discutais avec des inspecteurs du travail, vous savez mieux que moi, je pense, qui disaient: «Ben, en fait, on n'a plus la porte d'entrée par laquelle on pouvait aller contrôler les entreprises», puisque justement les employeurs, ne vont pas tous déclarer qu'ils ont des apprentis. Donc on va avoir des situations de jeunes mineurs exposés à des expositions cancérogènes notamment, hein, sans contrôle du tout, de l'inspection du travail. Donc il y a plusieurs mécanismes qui font que, les portes d'entrée des entreprises sont davantage verrouillées à des agents de contrôle, que ça soit, l'inspection du travail ou les contrôleurs de prévention des CARSAT et cetera. Et puis l'autre chose, c'est que, même sans aller jusqu'aux auto-entrepreneurs, je parlais de la sous-traitance tout à l'heure, en fait, on peut, dans les patients que j'ai pu accompagner, j'ai pu avoir justement des chefs d'entreprise, des artisans qui disait: «Mais moi, je savais bien que c'était dangereux ce produit-là, mais comme j'ai répondu à un appel d'offres, et donc je suis sous-traitant, par exemple pour l'aéronautique, c'est pas moi qui définis le cahier des charges et donc dans le cahier des charges de l'aéronautique où il y a de la peinture avec du chrome 6 par exemple, parce que ça évite la corrosion, et ben, l'artisan qui est en bout de course, va travailler là, il a pas le moyen lui, de dire, enfin, il a le moyen de pas candidater au marché. Mais il a pas le moyen de dire, «En fait, on pourrait substituer cette peinture, dangereuse par une autre peinture». Puisqu'il est tenu par le cahier des charges, du donneur, du donneur, d'offres, c'est ça, ouais. Bonsoir, Isabelle Clisson, je suis ingénieure qualité au CHU de Lille. Juste petite question, vous avez parlé à plusieurs reprises de l'indemnisation
donc des personnes atteintes de maladies professionnelles. Et donc cette enveloppe, elle est issue d'où? Vous voulez dire, elle se calcule comment? Non, 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 est-ce que c'est une enveloppe spécifique de la sécurité sociale? Mais Ah, bah, c'est la bon, branche accident du travail, maladie professionnelle qui n'est financée que par les employeurs, qui financent ces maladies professionnelles reconnues. Et qui, par ailleurs, comme on sait qu'il y a une sous-déclaration, elle doit verser par la loi de financement de la sécurité sociale un montant qui est en ce moment de 1,6 milliard de mémoire à la branche maladie qui est financée par nous tous. Voilà, en compensation de ces maladies qui ne sont pas prises en charge. Ce reversement, il se fait sur 3 ans, en fait. La commission, elle a lieu tous les 3 ans. Et là, c'est de 2 milliards à 3,6 milliards, c'est reversé. Voilà. Ouais. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est sur l'évaluation, en fait, et après, ils refont leurs calculs. Et ce montant, il est défini, en fait, en fonction des études disponibles. Ça prend en compte aussi les maladies professionnelles au niveau européen, dans le sens où il y a tout un tas de maladies qu'on commence à prendre en considération, le cancer cutané et autres, qui n'étaient pas pris en compte avant. Et plus on va avoir un nombre de tableaux important de maladies professionnelles, et donc c'est ce qui va arriver, plus on va avancer dans le temps, et plus ce montant de réversion sera important. En fait, c'est mathématique, hein, enfin, clairement, c'est ce qu'on a envoyé sur la diapositive d'Anne Marchand. J'ajoute juste un tout petit point, puisqu'on parlait des connaissances scientifiques. En fait, dans les inégalités sociales, il y a des espaces qui sont beaucoup plus inconnus que d'autres et notamment, c'est, les espaces liés aux métiers dits féminins et aux secteurs d'activité dits féminins. Et là, il y a très, très peu d'études, qui sont faites, par exemple sur le secteur du nettoyage, ou sur d'autres secteurs du soin, dans les hôpitaux, c'est très méconnu en fait parce qu'il y a aussi tout le mécanisme de, je soigne, mais je peux tomber malade, de comment je soigne, enfin avec les produits pour lesquels je soigne. Notamment, les infirmières des centres de lutte contre le cancer qui ont pu être exposées aux chimiothérapies et donc contracter un cancer, pour avoir soigné les cancers des autres. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont quand même très minorées, les questions de travaux féminins. S'il n'y a pas de regret pour les dernières questions, il me reste à vous remercier tous les 3 pour ces interventions très riches et à vous inviter à la dernière conférence, donc des lundis de la chaire qui, aura lieu le lundi 26 mai et qui aura lieu à Sciences Po Lille. Elle aura un lien, cette conférence, avec, une des thématiques, de la discussion, soulevée dans la discussion, puisque nous recevrons notamment Jean-Noël Jouzel, sociologue, et Caroline Lanier, toxicologue, pour, cette conférence que nous avons intitulée Vivre et se nourrir dans un environnement toxique et pollué. Voilà, donc le 26 mai à 18h15 à Sciences Po. Bonne soirée à toutes et tous.